Bonjour et désolé de ce désagrément. Je ne sais pas ce qui arrive avec mon PC. De toute façon, vous m'entendez? Vous m'entendez? Ok. Docteur, on vous entend. Alors, on va présenter rapidement la lithiase urinaire. C'est un grand cours. Normalement, il doit être fragmenté en plusieurs cours, mais on va essayer de le résumer et de faire ce qu'on peut. Voilà. On commence par une définition. On définit donc la lithiase comme étant donc l'existence donc de concrétion de la matière solide à l'intérieur donc de la voie excrétrice. La voie excrétrice donc depuis donc le rein, c'est-à-dire les papilles, qui est une petite membrane donc qui tapisse donc le fond des calices, donc vers les calices, donc le pied long, l'urtère, voilà. Donc l'existence de cette formation qui est solide à l'intérieur donc, de ces voies urinaires définit la lithiase urinaire. On constate qu'il y a donc deux types de lithiase urinaire. Nous avons les lithiases urinaires donc, de la voie excrétrice haute, c'est-à-dire depuis les papilles jusqu'au méa urétral, et nous avons donc les cystolithiases ou les lithiases de la vessie. Normalement, donc, ils obéissent au même mécanisme physiopathologique. Et donc, les calcifications donc, prostatiques et urétrales donc, sont éliminés de ce cours. Sur le plan historique, il faut savoir donc, que la lithiase urinaire est une maladie qui est très très ancienne. Donc, on dit donc, qu'elle vit avec l'homme, donc qu'elle a existé avec l'homme et qu'elle vit avec l'homme. C'est une maladie donc, identifiée et décrite déjà en Égypte ancienne, donc, quand on a fait donc, des recherches et des recherches dans les pyramides, etc., on a trouvé un papyrus, c'est-à-dire un petit papier donc mentionnant donc, cette maladie chez un enfant donc, de 13 ans, je pense de 13 ans, oui, de 13 ans. Donc, cette momie, elle a été découverte en anglais. Voilà. Donc, dans la période arabo-islamique, donc, nous avons connu donc, un développement important de cette pathologie et de sa prise en charge. Et d'ailleurs, donc les arabo-musulmans donc, connaissent déjà donc, les urines fitides et purulentes qui sont en relation avec ces lithiases. Donc, et des urines qui sont claires et non fitides, qui sont normales et qui sont en relation avec des pathologies de haut appareil urinaire. L'extraction des calculs donc, est une toute des premières interventions donc, tentées depuis l'Antiquité par les premiers chirurgiens. Et d'ailleurs, là, on décrit le célèbre Hippocrate, donc, qui décrit l'opération de la pierre ou l'opération de la taille. Donc, il a interdisé cette intervention parce qu'elle entraîne beaucoup de complications et beaucoup de mortalité. Donc, plus tard, le cas de l'empereur Napoléon Bonaparte, je pense Napoléon III, donc est un célèbre cas de littérature, il a été colligé. Donc, et malheureusement, avec l'existence de tout le développement, médical et technique surtout, on n'a pas pu donc sauver on n'a pas pu sauver ce malade parce que c'était l'empereur et toute tentative de traitement était calculée. Voilà, déjà la lithotripsie mécanique existait. Donc, les interventions par voie périnéale ou bien par voie suspubienne existaient. Et malheureusement, cet empereur est mort sur son cheval à cause d'une lithiase, donc d'une lithiase et d'un adénome de prostate, de lithiase vésicale et d'un adénome de prostate. Pour le plan généralité, donc, ou bien épidémiologie beaucoup plus, on dit que c'est une maladie qui est très fréquente. Très fréquente. Voilà, elle touche dans le monde à peu près de 10 jusqu'à 15% voilà, des adultes, voilà, dans les pays développés ou autres. Donc il y a des lithiases qui sont spécifiques des pays développés, il y a des lithiases qui sont spécifiques des pays moins développés. Donc c'est une maladie multifactorielle, de telle sorte que les urologues la considèrent actuellement comme les grandes maladies métaboliques telles que l'HTA et le diabète. Donc, elle entraîne donc, une morbidité, c'est-à-dire beaucoup de complications, une mortalité
et elle entraîne un coût assez important. Voilà, le risque majeur de cette intervention est l'infection qui est grave, cette infection elle est grave et elle est mortelle. Donc, et on dit que la lithiase, elle menace le rein par deux sortes donc, de problèmes. Donc, par l'obstruction elle-même, mécanique, et par l'évolution de l'infection. La lithiase urinaire n'est pas une cause majeure. Elle n'est pas une cause majeure de l'insuffisance rénale, donc chronique ou aiguë dans les pays développés, parce qu'on a développé donc, ce plateau technique pour la prendre en charge à temps, avant qu'elle n'arrive donc à cet échec thérapeutique qui est l'insuffisance rénale chronique. Donc, les déterminants multifactoriels, les problèmes multifactoriels sont de trois sortes. Nous avons les gènes, c'est-à-dire l'hérédité, nous avons l'alimentation et nous avons l'environnement. On va le voir par la suite. Pour le plan physiopathologique, on va parler un peu de la formation de ces calculs et on parle de la lithogénèse. Lithogénèse, pour qu'un calcul se forme, il faut qu'il y ait un amalgame, c'est-à-dire un mélange de protéines de la matière organique plus des sels minéraux qui vont cristalliser. Dans la majorité des cas, ou 80% d'autres sels minéraux, tels que le phosphore, l'ammonium, on peut voir d'autres problèmes, d'autres éléments organiques tels que l'acide urique, on peut avoir d'autres acides aminés tels que la cystine, etc. Donc le processus amalgame plus cristallisation, donc ça définit la lithogénèse. Nous avons des facteurs qui favorisent cette lithogénèse, tels que la concentration élevée des sels minéraux, on va avoir par la suite, on va avoir la saturation, la sursaturation, etc. Donc cette concentration élevée des sels minéraux dans les urines, elle est liée à un faible apport d'eau et au faible débit urinaire. La composition des urines, elle est riche en sels minéraux, voilà, liés. Donc on peut avoir des éléments qui sont liés à l'alimentation, donc l'apport protéique, l'apport en sel, voilà. Le pH urinaire qui peut influencer la formation de calculs, voilà. Et à l'inverse, certains empêchent cette lithogénèse. On va la voir par la suite. Voilà. La formation de calcul passe par trois étapes essentielles et on parle d'étapes de la lithogénèse. Nous avons la saturation et la sursaturation qui ont généralement une difficile à différencier l'une de l'autre. Deuxième étape, nous avons la germination ou la nucléation et comme son nom l'indique, germination, c'est une formation des germes. Voilà, les premiers germes, voilà, elle est de deux types, elle est homogène et elle est hétérogène. Là, généralement, dans la majorité des cas, cette nucléation ou cette germination, elle est de type hétérogène, généralement. Donc, la germination de la nucléation de type hétérogène, généralement, elle n'existe pas, elle est difficile. Elle est difficile qu'elle existe parce qu'elle utilise beaucoup d'énergie. Elle utilise beaucoup d'énergie, c'est-à-dire il y a uniquement le solvant qui est l'eau, il y a la soluté qui est l'eau, et il y a les sels uniquement. Donc, elle nécessite beaucoup d'énergie, beaucoup de temps pour qu'elle se fasse. La nucléation de type hétérogène, là, elle nécessite un support, en plus de l'eau, en plus de sel en cause, donc elle nécessite un support. Ce support, il peut être organique comme une bactérie, une cellule, il peut être une lithiase préexistante, il peut être du matériel synthétique, exemple une sonde urinaire, une sonde Jugy, un fil de suture, etc. Et là, vous allez voir par la suite, quand on parle des récidives, c'est à cause de cette nucléation de type hétérogène. On n'opère pas les lithiases, pratiquement 1% dans la littérature, par voie chirurgicale, parce qu'il y a cette nucléation de type hétérogène qui est facile, elle nécessite un support, donc elle nécessite moins de temps et elle nécessite moins d'énergie. Donc, la troisième étape, c'est l'agrégation ou bien la croissance. Agrégation ou bien la croissance, donc formation des petits germes, voilà, des petits nucléoles, petits germes, voilà, ils vont s'assembler, c'est l'agrégation, et ils vont donc croître. Et cette expérience avec du lot ou bien de l'eau, du sel, ou bien du sucre, comme vous voulez, donc le montre bien. Donc à un certain moment, on met du sel, et à un certain moment, il y a des dissolutions complètes, changement uniquement
donc, de la couleur de l'eau sans apparition donc, des germes, sans apparition de premiers germes. Et si on continue à mettre encore du sel donc jusqu'à avoir une sursaturation, nous allons avoir donc apparition de premiers germes, et on parle de la germination. Voilà, et là on a dit que, donc, on a expliqué les trois, ou bien les quatre phases de la lithogénèse. C'est lithiase, genèse, donc c'est formation. Les études, des calculs ont été faites et on a réparti selon l'Association française d'urologie, donc on a réparti les calculs en fonction, généralement de leur fréquence, en fonction de le nom cristallin. Le nom cristallin, c'est-à-dire quand on regarde un calcul au microscope, on va voir des cristaux. Donc le nom cristallin et le nom biochimique. Voilà. Donc selon leur aspect macroscopique, selon leur taille, selon le pH des urines existants, et on va voir qu'il y a des lithiases qui se développent donc à un pH alcalin, d'autres à un pH acide, d'autres à un pH un pH variable. Donc, et d'autres lithiases qui ont des facteurs prédisposants tels que l'infection, tels que l'existence d'une maladie héréditaire, tels que l'existence d'une maladie métabolique, etc. Voilà. Et on peut même classer ces lithiases en fonction de leur radio-opacité, donc sur l'arbre urinaire sans préparation. Là, et on passe. Donc nous avons par exemple, on prend la wayuilite, donc c'est l'oxalate de calcium qui est monohydraté, voilà, c'est-à-dire qu'il y a une seule molécule d'eau ajoutée à l'oxalate de calcium, à l'oxalate qui est une protéine, et le calcium qui est un sel minéral. Voilà. Dihydraté, quand on ajoute deux molécules d'eau, on va avoir le dihydraté. Donc, une est appelée wayuilite, l'autre est appelée waydilite. Donc, l'autre, elle est brunâtre lisse, l'autre, elle est jaunâtre spéculée. Donc, elles sont tous les deux de petite taille, multiples, mais on peut avoir, par exemple, des calculs géants en fonction des causes. Voilà. La différence entre la wayuilite et la waydilite, la wayuilite, elle est très radio-opaque. Elle est blanchâtre. La waydilite, elle est moins radio-opaque. La wayuilite, elle résiste au traitement par onde de choc par lithotricie. La waydilite, elle se fragmente par onde de choc. Leur densité au scanner, elle est la même, elle est avoisine les 1511 films. Si on prend par exemple l'acide urique, donc les lithiases, elles sont jaune chamois, rougeâtres, elles sont lisses, elles sont nombreuses, elles sont de petite taille, généralement bilatérales, généralement, elles se développent à pH acide. Et généralement, c'est le vieillissement qui donne donc l'éclosion de ce lithiase parce que chez le vieux, donc il va perdre beaucoup d'ions H+ dans les urines, donc ce qui fait que ces urines sont acides, et ça favorise le développement de ces calculs. Par exemple, la goutte, voilà, les syndromes métaboliques, les malabsorptions, etc. Les facteurs favorisants et les facteurs protecteurs. Facteurs favorisants, nous avons les antécédents familiaux. Nous avons l'hyperconcentration des urines. Donc les antécédents familiaux, il y a des familles qui font des lithiases. Voilà. L'hyperconcentration des urines, les stases mécaniques, les obstacles, qu'elles soient fonctionnelles ou organiques, les causes métaboliques telles que l'hypercalcémie, la goutte, d'origine riche en sel, surtout les anomalies génétiques, voilà, les hypercalciuries, voilà, les hyperuricéries, sans goutte, sans présence de la maladie qui est la goutte, et la cystinurie, les maladies généralement héréditaires chez l'enfant, les lithiases qui se développent généralement chez l'enfant. Les facteurs protecteurs, nous avons les antilithogénèses, nous avons les citrates, qui est le premier facteur. Et généralement, on a trouvé chez la majorité des malades une hypocitraturie. Donc, chez la majorité des malades qui développent des lithiases, on a trouvé une hypocitraturie. Le magnésium, qui est un facteur protecteur, la protéine de Tam-Horsfall, voilà, ou la Tam-Horsfall protéine, c'est une protéine qui fait un film sur le tube contourné.
Et là, quand cette protéine elle est défaillante, donc ça favorise la formation donc, des calculs. La citraturie, donc une citrate d'origine alimentaire. Voilà, tout ça, c'est des facteurs protecteurs. Hérédité, ou bien les sujets à Stanford. Voilà. Dans presque toutes les études, on a trouvé des antécédents familiaux des lithiases, chez tous les cas. Voilà. Ceci est vrai qu'il y ait ou non des troubles métaboliques. On peut avoir on peut avoir l'hérédité et les problèmes métaboliques associés, mais dans presque tous les cas, on a trouvé donc une cause héréditaire à ces lithiases. Et dans 20-60% des stanformeuses, où il y a des gens qui forment donc, les lithiases, ont une hypocitrature. C'est pour ça que j'ai dit que donc, les citrates sont un facteur protecteur très très important. Manifestations cliniques, elles sont variables. Premièrement, donc aucune, asymptomatique. La plupart des lithiases sont asymptomatiques et découverte, donc la découverte, elle est donc radiologique sur un arbre urinaire sans préparation ou sur une échographie faite pour un autre problème, pour un problème colique, pour un problème hépatique, on peut trouver une lithiase qui est là et elle est asymptomatique. Voilà. Et dans plus de 50% des cas, les lithiases sont asymptomatiques. Deuxièmement, la douleur. La douleur, elle est de deux types, soit une douleur de type colique néphritique, donc c'est le tableau typique qui est révélateur, voilà, soit une douleur de type rénal, donc ou une simple pesanteur, tout simplement. L'hématurie isolée, donc ou associée à une douleur, au décours d'une douleur. Cette hématurie, elle peut être donc macroscopique ou microscopique, elle peut être parfois impressionnante. Cela est dû donc à une lésion de la voie urinaire par le calcul, donc qui est poussé donc vers la vessie. L'infection urinaire itérative, donc, et on a dit dans la physiopathe, on a dit que donc, la lithogénèse de type hétérogène, elle a besoin d'un support, et ce support, il peut être donc une cellule ou une bactérie. Et c'est pour ça que donc, le noyau de la lithiase, elle est souvent infecté. Et la lithiase, elle est souvent associée donc, à une infection urinaire, soit qu'elle est primitive, soit qu'elle est secondaire à une obstruction. Les complications sont lesquelles sont les apprendre. Nous avons deux types de complications. Nous avons les complications obstructives sur les voies urinaires. Bien sûr, il y a une dilatation des voies urinaires, une urétéro-hydronéphrose, il y a une hydronéphrose, urétéro-hydronéphrose, puis destruction du parenchyme rénal. Donc, et l'infection, elle va se réveiller et elle va donc compliquer le tableau clinique par une pyélonéphrite, pyonéphrose, donc phlegmon périnéphritique, etc. Examen complémentaire. Donc, on dit que le couple échographie arbre urinaire sans préparation suffisent à poser le diagnostic en seul. Il suffit à poser le diagnostic, mais il ne suffit pas à faire une conduite à tenir. Donc, on peut faire un diagnostic clinique et radiologique, mais pour faire une conduite à tenir, il faut plus d'examens. Donc, l'échographie, donc elle va donc montrer donc une image hyperéchogène, on parle d'échogénicité. Cette image hyperéchogène, elle est à cône d'ombre postérieur, c'est le mot-clé. Donc il faut qu'il y ait un cône d'ombre postérieur net. On peut avoir une image hyperéchogène, mais le cône d'ombre postérieur, il n'est pas net. Et là, il y a un doute entre donc, une lithiase et une masse rénale calcifiée tout simplement, masse tissulaire calcifiée, du tissu calcifié ou bien de la fibrose calcifiée. Donc il faut qu'il y ait un cône d'ombre postérieur net. Cette échographie, elle va vous permettre donc, de voir le retentissement sur le parenchyme rénal en calculant, en estimant l'index corticomédulaire. Donc elle va renseigner sur le rein contralatéral, y a-t-il, est-ce que c'est un rein compromis ou non, il y a une pathologie associée ou non, là, et elle va vous renseigner sur les autres reins intra-abdominaux. L'arbre urinaire sans préparation, ou bien le fameux ASP, abdomen sans préparation, en neurologie, on parle d'arbre urinaire sans préparation, donc il va vous montrer une image donc, de tonalité calcique. Donc une image de tonalité, on parle de tonalité, une image de tonalité calcique. Donc il va situer cette image par rapport aux vertèbres, par exemple, il va
dit, image qui se projette, de tonalité classique qui se projette sur donc l'arbre urinaire à hauteur de disque vertébral, exemple, donc L4, L5, exemple. Et c'est une lithiase urétérale, tout simplement. Donc, il y a des images ou bien il y a des lithiases qui peuvent échapper donc à l'arbre urinaire sans préparation et on parle donc de lithiase radio-transparente ou non radio-opaque Voilà. L'urographie intraveineuse, c'est un examen urodynamique, c'est un examen dynamique, pardon. C'est un examen dynamique, c'est-à-dire qu'il vous montre donc les reins en période de travail. Ce n'est pas un examen statique, c'est un examen dynamique. L'échographie, c'est un examen statique. Voilà. Donc, la sécrétion, c'est un examen qui se fait en injectant un produit de contraste iodé à travers une veine périphérique. Donc, ce produit de contraste, il est totalement sécrété et excrété par le rein. Cela veut dire qu'il y a deux temps, un temps de sécrétion et un temps d'excrétion. Le temps de sécrétion, il vous montre la fonction rénale, il vous donne la fonction rénale, c'est-à-dire que le rein, il filtre ce produit de contraste. Le temps d'excrétion, c'est l'élimination. Le temps de sécrétion, c'est un temps très court. C'est un temps très très court. Okay? On peut avoir donc, des images vasculaires, donc à quelques secondes jusqu'à une minute, et on peut avoir donc l'opacification du parenchyme rénal jusqu'à 3 minutes. Ok. Voilà. Et puis nous avons l'excrétion, et on dit que l'excrétion, l'excrétion normale, elle est synchrone, c'est-à-dire les deux reins donc sécrètent en même temps, et elle est bilatérale. Elle est bilatérale et elle est synchrone. Voilà. Sans dilatation, donc des cavités pilocalicielles ou de l'urtère, sans dilatation de l'urtère, ni des cavités pilocalicielles. Les calices sont en coup d'angle. Les calices apparaissent en coup d'angle, comme on le voit, ne sont pas dilatés. Voilà. Avec bien sûr des nœuds de contraction, ce qu'on voit ici, des nœuds de contraction urétérale. Non, quand il y a un obstacle, donc les calices ils vont être dilatés, et on parle des calices en boule, ils perdent leur convexité, le pyélon il va être dilaté, et l'urtère il va être complètement dilaté, et on parle d'urétérohydronéphrose. Voilà, quelques signes d'obstruction sur la voie urinaire sont indirects, donc dilatation des cavités en boule, urétérohydronéphrose, retard d'excrétion, de sécrétion et d'excrétion. On a dit que la sécrétion et l'excrétion, elle est bilatérale et synchrone. Quand il y a un retard de sécrétion et d'excrétion, cela veut dire qu'il y a donc un obstacle lithiasique ou autre. Ça, c'est des signes indirects d'obstruction à l'UV. Et le signe de Vispiniani, qui est un œdème, voilà, on voit ici une empreinte, qui est un œdème, donc un halo clair, donc qui entoure le méa urétéral, et c'est dû à un œdème. Donc le produit de contraste, il va se concentrer dans la vessie, alors qu'autour du méa urétéral, il est complètement dilué à cause de l'inflammation et à cause de cette urtère, de cet œdème. Toujours, on voit qu'il y a une dilatation, à gauche, alors qu'à droite, les cavités sont donc en coup d'angle et le pyélon n'est pas dilaté. Voilà. Alors, les autres examens, donc l'uroscanner ou bien le scanner sans injection de produit de contraste, c'est un examen très très important donc, en matière de lithiase urinaire. Pourquoi? Parce qu'il va donc, premièrement objectiver la lithiase, donc il va nous donner la densité. On parle de densité. Et cette densité, on en a besoin. Et on en a besoin, cette densité, lors du traitement de la lithiase par onde de choc, par laser, etc. Voilà, on va voir par la suite. Donc, il va renseigner sur le rein contralatéral, il existe ou non. Donc, est-ce qu'il est compromis, est-ce qu'il n'est pas compromis? Il va renseigner sur toute la voie urinaire. Et on dit qu'il supplante l'UV. Actuellement, il supplante l'UV.
parce qu'il donne les images de UV associées donc aux paramètres de densité de calcul qui vont nous aider dans le traitement. Les étiologies, donc étiologie, deux types d'étiologie principale. Donc, nous avons lithiase d'organes et nous avons la lithiase d'organismes. En matière de lithiase d'organes, c'est-à-dire qu'il existe donc un problème organique pour qu'il y ait un développement de cette lithiase. Problème organique tel que une obstruction d'origine fonctionnelle, un syndrome de jonction, pilo-urétéral, donc un méga-urtère. Donc les urines, ils sont là, ils vont stagner et les selles vont précipiter et ça va donner donc un milieu propice pour le développement de la lithiase. Donc on a cité le syndrome de jonction, on a cité le reflux vésico-urétéral, on a cité donc le méga-urtère, on a cité donc l'urétérocèle qui est une dilatation de l'extrémité inférieure de l'urtère. Donc on a cité le croisement de l'urtère avec les vaisseaux donc d'une manière anormale, telle qu'une urtère rétrocave, rétro-iliaque, etc. Les duplicités, donc les maladies kystiques du rein, telles que donc, le Cachiricci ou bien le rein éponge. Donc, c'est des maladies kystiques du rein. Donc, il y a une dilatation kystique des calices qui fait qu'il y a une stagnation d'urine et formation de calcul. Lithiase d'organisme, là, il y a un problème métabolique. Donc, pour qu'il y ait donc développement de ce calcul, tel que par exemple une goutte, parce que la goutte, quand il y a la goutte, donc il y a donc une production par l'organisme assez importante de l'acide urique qui va précipiter donc, dans le rein et former des calculs. Donc par exemple les maladies héréditaires qui touchent le tube contourné, et donnent donc une hyperacidose donc, au niveau des urines, au niveau du tube contourné, et font qu'il y ait précipitation donc, des lithiases favorisées par ce pH acide. Voilà. Et nous avons le cas particulier donc, de la lithiase infectieuse. La lithiase infectieuse, s'agit-il donc de lithiase d'organisme ou bien de lithiase d'organes, parce que la lithiase infectieuse, elle peut se développer sur un problème organique, donc au niveau du rein, comme il y a un problème métabolique tel que l'apport important en ammonium. Le traitement, quelle option, qu'est-ce qu'on va faire? Premièrement, on doit traiter donc cette lithiase, et deuxièmement, il faut traiter la cause pour qu'il n'y ait plus de récidive. Voilà. Le traitement, donc il peut être médical, donc il peut être instrumental tel que la lithotripsie, il peut être chirurgical, donc tel que l'endoscopie ou bien la chirurgie classique. Et généralement, avec les grosses lithiases, les problèmes organiques, on peut associer différentes méthodes. Le traitement médical, il passe premièrement par le régime hygiéno-diététique. Donc, le régime hygiéno-diététique, donc c'est un régime, il faut donc boire au minimum 2 à 3 litres par jour, parce que la DURS, donc la normale, elle est de 1,5 jusqu'à 3 litres par jour. Donc, le problème, la qualité d'eau, elle doit être en fonction du type de calcul. Donc, cela suppose donc qu'on a soit une cristallographie, cristallurie, soit nous avons donc des paramètres qui nous rapprochent de la nature de ce calcul, tels que le pH, etc. Voilà. Donc, ce régime, il doit être pauvre en sel, il doit être pauvre en protéines, parce qu'au début, dans la définition, on a dit qu'il y a un amalgame entre donc, les cristaux et les protéines. Il faut qu'il y ait une matrice protéique pour qu'il y ait une formation de calcul. Donc, il faut diminuer cette matrice protéique par diminution de l'apport de protéines. Voilà, diminue le sel, donc, et diminuer l'oxalate, par exemple. Voilà. Manger beaucoup d'orge parce que l'orge, donc il développe, donc il donne l'acide phytique, et l'acide phytique, c'est un chélateur de calcium au niveau intestinal. Hein? Régime riche en fruits, donc
acidifier ou alcaliniser les urines en fonction de la lithiase en cause. Voilà, par exemple, une lithiase infectieuse, il faut acidifier les urines. Une lithiase d'acide urique, il faut alcaliniser les urines. Voilà. Et traiter toute infection, donc à temps, et en fonction donc, de son antibiogramme. La deuxième méthode, donc la première méthode qui traite les calculs, c'est la lithotricée extracorporelle. C'est une méthode donc, qui a été découverte et qui a été lancée par les militaires dans les années 50, repris par les physiciens, par les médecins physiciens, donc dans les années 80, où elle a été développée et on a vu donc, l'émergence pneumatique donc, vers les années 80. Voilà, son principe, donc c'est une méthode qui est efficace. Elle était très coûteuse, actuellement elle n'est pas coûteuse. Voilà. Donc elle a certaines complications, elle a certaines contre-indications et certains effets secondaires qu'on va voir rapidement. Donc le principe, donc qu'il y ait un générateur donc, qui donne des ondes de choc, voilà. Nous avons trois types d'ondes de choc. Nous avons des ondes de choc piézoélectriques, nous avons des ondes de choc pneumatiques et nous avons des ondes de choc électromagnétiques. Voilà. Donc, ce générateur qui donne ces ondes de choc, donc, sont dispersées par tous ces ondes de choc, il faut les focaliser. Donc, nous avons un système de focalisation de ces ondes de choc comme une ellipse. Voilà. Elle va focaliser les ondes de choc sur une zone, sur un point donné. Voilà. Donc, nous avons les ondes de choc, nous avons le système de focalisation maintenant, et il faut donc transmettre ces ondes de choc vers le corps humain. Donc, c'est le principe physique qu'une onde de choc, elle se déplace dans un même milieu, sans perte d'énergie. Si elle change de milieu, il va y avoir une perte d'énergie. Donc, le corps humain, il est formé de 71% d'eau, donc il faut que ces ondes de choc sont transmises donc, au corps humain à travers l'eau. Donc, dans les premiers lithotripteurs donc, des années 80, on baignait le malade dans des baignoires, on met les malades dans des baignoires de l'eau et on applique les ondes de choc. Actuellement, ces baignoires sont remplacées par des boules de latex qui contiennent de l'eau et cette boule de latex donc, vient du générateur et elle est en contact du corps humain et les ondes de choc traversent donc l'eau qui est dans la boule de latex vers le corps humain et on n'a pas donc une perte d'énergie assez importante. Voilà. Donc, nous avons donc le générateur d'ondes de choc, nous avons le système de focalisation et nous avons le système de transmission. Maintenant, il faut repérer ce calcul-là. Le repérage de calcul, il est soit radiologique, c'est-à-dire en utilisant des rayons X, soit donc échographique. Radiologique, nous avons notre scope. Notre scope à 0 degré, on va donc ramener donc, le malade vers le point focal à 0 degré. Quand le malade est centré à 0 degré, on va tourner le scope donc, à une autre diagonale, par exemple 20, 30 degrés, 40 degrés, etc. Et on va encore donc, centrer le malade vers le point focal. Donc le croisement de ces deux droites, c'est-à-dire la diagonale à 30 degrés par exemple, et à 0 degré, détermine le point focal. Donc le malade, il est centré sur la table, il est centré. Et on commence donc le tir, vous allez entendre tac, tac, c'est ça les ondes de choc. On va augmenter la fréquence doucement, et on dit, comme on le voit sur cette photo, on dit que le calcul, il est soumis, c'est ça le calcul, il est soumis donc à plusieurs forces. Nous avons des forces de compression qui vont frapper le calcul. Nous avons des forces de traction, voilà, et nous avons des forces de cavitation. Donc des forces de cavitation, ces forces de cavitation sont dues à des bulles qui vont se former au contact du calcul. Ces bulles-là, suite à la pression des ondes de choc, ils vont se déformer, ils vont se compresser et ils vont donc exploser et donner donc des forces qui vont fragmenter le calcul. Le calcul, il sera fragmenté petit à petit, donc en de petits calculs de 1, 2 jusqu'à 3 mm de diamètre. Et ces calculs-là, ils vont être éliminés d'une manière spontanée. Spontanée, c'est-à-dire qu'on n'utilise rien du tout. Ni lavement, ni sonde, ni rien du tout. Le malade, il va uriner ses calculs. Voilà.
Donc, cette méthode a des limites. Elle a des limites. Premièrement, l'obésité. Donc, les malades qui sont très obèses, ils vont soit vous casser la table, soit donc il y a une absorption de ces ondes de choc. Il y a une perte d'énergie assez importante et le calcul et donc ne sera pas fragmenté. Deuxièmement, les malades qui ont des troubles de l'hémostase, donc il y a des microtraumatismes, pratiquement tous les malades. On a fait des scanners à des malades en post-luthotricie, on a trouvé que ces malades qui font des hématomes. Donc c'est des microtraumatismes, et donc les malades qui ont donc une hémostase précaire, mal contrôlée par le traitement médical, ne seront pas faits par donc, cette méthode-là. Les malades, la femme enceinte, bien sûr, il y a une transmission au bébé, donc il ne faut pas la faire, c'est une contre-indication. Les malades qui ont des troubles du rythme, faites attention, voilà. Donc les malades qui ont un pacemaker, donc il faut qu'il y ait donc un centre de reprogrammation de ce pacemaker à côté, faites attention. Donc, pour les lithiases qui sont supérieures à 2 cm, 2 cm et demi, là, il faut donc mettre des artifices montée descente JJ. Donc, cela va empêcher un empirement du bas urétère suite donc aux produits très importants donc de fragmentation. Voilà, tout simplement. Les effets secondaires, on peut avoir des coliques néphrétiques par migration de calcul, donc sous traitement très peu. Donc, durant notre expérience en CHU maintenant, on a peu de coliques néphrétiques. Il faut savoir fragmenter le calcul, ne pas laisser des gros fragments. Les lésions rénales, il y a une restitution ad integrum, donc après le traitement, généralement il y a une restitution. L'hématurie, donc elle est constante. Il ne faut pas avoir peur. Le malade n'a qu'à avoir. Il va y avoir une disparition de cette hématurie pendant quelques jours, après quelques jours de traitement. Voilà, là on vous montre donc le traitement d'un malade par lithotripteur Dornier Sigma, donc dans notre unité de lithotricité extracorporelle du CHU maintenant. Voilà, tout simplement, on voit l'axo des rayons X, donc la diagonale elle est à 30 degrés. Voilà, on voit la boule de latex, elle est là, la boule de latex. Le générateur, là, c'est là où on suit le calcul, fragmentation de calcul, et là, c'est le repérage échographique, tout simplement. Ça, c'est une table technomètre, elle est très, très importante. Voilà. Là, c'est une lithotricée extracorporelle pour un calcul de l'urtère péridien. Là, on voit le calcul, comment il est dense. Là, c'est la page focale, c'est le point focal, c'est le point où on ramène le calcul. Voilà. Et après fragmentation, on voit que le calcul commence déjà à se fragmenter. Il commence à se fragmenter. Voilà. Il y a une différence. Toute cette partie-là, elle est fragmentée. Ça, c'est le produit. Voilà, c'est des microlithiases. C'est le produit après. Donc, lithotricée extracorporelle, c'est magnifique. Voilà, on voit, c'est du sable. Donc, le malade peut uriner ce sable-là. On peut le recueillir. Donc, pour analyse de calcul. Il faut faire l'analyse de calcul, c'est très important. C'est pour adapter une attitude après traitement de calcul. Voilà. L'endoscopie et la chirurgie. Donc, l'urethéroscopie, nous avons le principe, donc, c'est à travers donc, les orifices naturels, c'est-à-dire à travers le méa urétral, on monte avec un cystoscope jusqu'à dans la vessie, on va cathéteriser et dilater donc, le méa urétéral, on va monter donc, un fil guide, ce qu'on appelle un fil guide, pour ne pas se perdre, un fil guide dans l'urtère jusqu'aux cavité pyélo-canicielle. Donc, puis on monte avec notre urétéroscope qui soit rigide, de type rigide ou semi-rigide, et le flexible. Voilà. Donc, on monte dans les urtères. Donc, une fois dans les urtères, avec donc, notre urétéroscope, on peut monter plusieurs instruments, des pinces, des poignées de Dorbia, des onces. On peut monter donc, une fibre de laser et on peut fragmenter le calcul et le faire descendre tout simplement par voie naturelle. On peut placer des stents, des sondes de drainage, etc. La chirurgie donc fermée, on parle de chirurgie fermée ou de néphrolithotomie percutanée. Donc le principe, c'est à travers une ponction d'un calice, on ponctionne le calice.
par une aiguille, tout simplement. On met un fil guide, on dilate le trajet jusqu'à avoir un trajet à peu près moins de 1 cm. Actuellement, avec donc, la mini NLPC et la super mini NLPC, donc c'est moins de 1 cm. On met un tube dans l'axe, on rentre donc un néphroscope, et une fois dans les cavités, on peut donc fragmenter le calcul par soit l'hypoclaste, c'est-à-dire par onde de choc, de contact, soit donc par fibre de laser, et on peut donc l'aspirer. Voilà. C'est une méthode très importante. Donc elle évite les incisions délabrantes de la chirurgie classique. Elle peut saigner, c'est une chirurgie qui peut saigner, tout simplement, qui peut être hémorragique, mais généralement, actuellement, on peut contrôler avec donc, le développement du matériel, on peut contrôler. Et elle s'intéresse beaucoup plus à de gros bruits, donc 3, 4, 5 cm, ou des lithias coralliformes. Voilà, ça on vous montre. Donc une colonne de rétéroscopie, bien sûr sur l'arceau de rayon X. Là sur le rétéroscope, là c'est un rétéroscope avec la caméra. On rentre, là on a mis un fil guide, donc c'est le méa urétéral. On a dilaté, on a mis un fil guide. Voilà le fil guide et le calcul. Voilà, et là, on est en train de fragmenter le calcul. Avec ce fil guide, on est en train de avec donc pas une fibre de laser, avec une tige de lithoclaste, on est en train de fragmenter le calcul. Après, on va l'aspirer. À la fin, on met une sonde JJ à l'intérieur et c'est le résultat de notre fragmentation. Voilà, donc je pense qu'on a fait à peu près le tour sur donc, la lithiase et son traitement. On va rapidement parler de la colique néphritique et ça nous fait donc un PP de nous. Voilà. On parle de la colique néphritique. La prise en charge de la colique néphritique à l'urgence a connu un véritable progrès. C'est normal au cours des dernières années, parce que si on voit la prise en charge ancienne de la colique néphritique, c'est très affreux. Parce qu'on utilisait beaucoup de drogues, on peut opérer à tort, et on ne la connaît pas en réalité. Voilà. Grâce à une approche physiopathologique, on a développé donc quand on a développé la physiopathologie, on a connu à peu près les étiologies, et quand on a connu les étiologies, donc le mécanisme donc, de cette douleur, on a pu donc la vaincre, tout simplement. Le plan physiopathologique, donc je vous ai résumé donc, toute la physiopathologie dans cette planche-là. Et on va la voir suite à une obstruction aiguë, quelle est la obstruction aiguë, parce que l'obstruction chronique, elle est continue. Il y a une dilatation, la pression, elle est continue, donc il n'y a pas de douleur. Elle va sécréter les prostaglandines E2. Prostaglandine E2. Il y a plusieurs types de prostaglandines, A, B, C, D, E et F. Donc E2, c'est les prostaglandines de l'inflammation, ce qui va contribuer à une augmentation rapide de quoi? De débit de filtration glomérulaire, qui à son tour va augmenter la pression, donc pression hydrostatique intrapylique. Donc cette pression-là, elle va augmenter la pression hydrostatique du bassinet ou bien intrapylique. Voilà. Donc la douleur, les nausées et les vomissements, ils vont stimuler la post-hypophyse qui va sécréter l'hormone antidiurétique. Cette hormone va activer le système rénine-angiotensine-aldostérone et par conséquent, elle va donner une retention hydrosodée, une hypertension artérielle. Et cette hypertension artérielle, puisqu'il y a une hypertension artérielle, donc il y a un afflux important du sang, pas suite à une vasoconstriction, suite à une retention hydrosodée. Donc il y a une volémie qui est en plus, donc la pression hydrostatique du bassinet va encore augmenter. D'autre côté, donc l'inflammation, l'œdème périlésionnel, c'est-à-dire quand il y a un calcul, il y a toujours une inflammation et un œdème périlésionnel autour. Cet œdème périlésionnel, il va encore aggraver donc l'obstruction et il va donner des spasmes urétéraux. Donc l'urtère, il va se contracter. Donc il va aggraver l'obstruction. En sorte, donc,
que donc, cette petite quantité d'urine qui passe, qui s'essuie entre la paroi urétérale donc, et le calcul va disparaître. Les contractions urétérales, ils vont donner quoi? Quand une fibre musculaire lisse se contracte, donc elle va libérer de l'acide lactique. Et quand il y a libération de l'acide lactique, il y a donc une stimulation des fibres nerveuses A et C. C'est stimulé, il va arriver au cortex, ce qui va donc induire donc encore une sécrétion des prostaglandines E2. Donc vous voyez, à chaque étape, il y a les prostaglandines E2. Voilà, à chaque étape, il y a donc ces prostaglandines E2. Donc le cortex, il va les stimuler, donc l'augmentation de débit de filtration glomérulaire, et le résultat, c'est une augmentation de débit de filtration glomérulaire et donc une augmentation de la pression hydrostatique du bassinet. Donc, pour vaincre donc, ce problème, il faut rompre ces liens, il faut rompre tout ce cercle-là, il faut les rompre. Ok, il faut les rompre. Comment? On va voir. Donc, l'essentiel du traitement est de rompre le cercle vicieux créé essentiellement par la synthèse des prostaglandines. Plusieurs sites d'action thérapeutique vont être visés. Donc, on va inhiber les prostaglandines E2 essentiellement par l'administration des anti-inflammatoires non stéroïdiens, le Voltaren, le Profilib, etc. Donc, le Profilib, on peut l'utiliser par voie IV, le Voltaren par voie IM, etc. Mais généralement, on donne par voie IM. Donc, le pic d'action, c'est à 20 minutes. Il faut attendre 20 minutes pour avoir un pic d'action. Donc, en inhibant les prostaglandines E2, il va y avoir une diminution du débit de filtration glomérulaire et une décroissance progressive de la quantité de l'urine dans le pied. Voilà, donc une diminution progressive de la pression hydrostatique du bassinet. L'inflammation, donc ces AINES, ils vont agir aussi sur l'inflammation et sur le dème périlésionnel. Donc cela va permettre d'avoir ce petit espace où les urines vont s'essuyer entre la paroi et la lithiase, et on va avoir une diminution progressive de la quantité d'urine dans les pieds. Parfois même, la désobstruction ou les petits calculs récemment bloqués, parfois même, on dit que les AINES permettent donc la désobstruction complète des calculs inférieurs par exemple à 5 mm. Ils peuvent être chassés, on parle de traitement de chasse, c'est l'un des traitements de chasse. Espasmes urétéraux, on utilise les antispasmodiques, mais à forte dose, on n'utilise pas le spasme en une ampoule, 2 ampoules, 4, 5, 6 ampoules, pourquoi pas. Cela permet, on utilise la baralgine, donc anciennement on utilise la barazine, la viscéralgine à forte dose qui est un anticholinergique. Un anticholinergique, il va permettre donc un relâchement, et une diminution de la sécrétion de l'acide lactique et une inhibition donc des fibres A et C. Les inhibiteurs classiques tels que la nifedipine, voilà, sont utilisés. Ils permettent aussi bien d'agir sur l'HTA, voilà, et aussi bien de bloquer les pompes à calcium au niveau de la fibre musculaire lisse. Donc il y a un relâchement de cette fibre musculaire lisse, une diminution de l'acide lactique. Et vous voyez que tout est intriqué. Voilà. L'HTA engendré par la mise en action du système rénino-angiotensin est bien compris par les inhibiteurs calciques. Les antalgiques, en fonction, donc ils sont donnés en premier. Les antalgiques sont donnés en premier parce que je vous ai dit que les anti-inflammatoires non stéroïdiens ont un pic d'action à 20 minutes. Et dans ce 20 minutes, on ne va pas laisser le malade souffrir. Donc les antalgiques sont donnés en premier, mais ils sont donnés en fonction des paliers de l'OMS, des paliers de la douleur de l'OMS. Et généralement, nous avons 3 paliers. Donc je m'excuse pour la photo n'est pas bien claire, mais nous avons généralement 3 paliers de douleur pour l'EMS. Le palier 3, on donne les opiacés à forte dose ou bien les dérivés morphiniques. Mais ils sont toujours associés à des AINES. La restriction hydrique reste l'essentiel du traitement. Donc, parce que l'ensemble du traitement, il vise à réduire la pression au niveau des voies urinaires supérieures pendant la crise douloureuse, une réduction des apports hydriques exogènes, que ce soit par voie péros ou systémique. Donc, il ne faut pas mettre au malade une perfusion à 250 cc ou bien à 500 cc et souhaiter avoir une
une diminution de la douleur. On ne peut pas avoir une diminution de la douleur. Au contraire, on peut avoir une complication telle qu'une rupture des voies urinaires supérieures. Faites attention. Donc, quelques CC de sérum qui permettent de passer donc, les traitements, tout simplement. En cas d'échec ou de complications septico-anuries, ça se discute les drainage urinaire endoscopique généralement, ou bien, donc, ou bien par néphrostomie, néphrostomie percutanée écoguidée, tout simplement, c'est très facile à faire. Donc, quelques coliques néphrétiques suscitent une attention particulière, donc, telles que les coliques néphrétiques hyperagiques. Donc, on a donné tout le traitement, on n'arrive pas là, donc il faut hospitaliser le malade et prévoir donc, un traitement endoscopique ou une dérivation urinaire éco-guidée percutanée. Voilà, les coliques néphrétiques fébrile, il y a un risque septique très important. Donc, on parle de pyélonéphrite, toute douleur lombaire, toute colique néphrétique associée donc, à une hyperthermie est une pyélonéphrite jusqu'à preuve du contraire. La pyélonéphrite, c'est une inflammation et infection, donc des voies urinaires et du parenchyme rénal. Faites attention, c'est une maladie mortelle, le traitement antibiotique, donc trithérapie, elle doit être mise sans retard, bien sûr en faisant donc des hémocultures et des ECBUE pour chercher le germe en cause et corriger l'antibiothérapie après. Voilà. Colique néphrétique sur un unique, la colique néphrétique sur un unique, puisque la destruction de ce rein-là est passée vers donc, une insuffisance rénale chronique. Colique néphrétique avec anurie, faites attention, s'agit-il d'un rein unique qui est bloqué? S'agit-il de deux reins avec lithiase bilatérale? Ok. S'agit-il de deux reins, l'un il est anatomique, l'autre il est fonctionnel? Faites attention. Colique néphrétique chez le transplanté rénal, très important, c'est un rein précieux, donc il ne faut pas le perdre. Donc, colique néphrétique simulant une urgence chirurgicale, parfois il y a un problème, donc et là, il faut hospitaliser le malade et faire la part des choses entre une colique néphrétique et donc un problème chirurgical. Voilà. Je vous remercie. Je ne sais pas si vous m'entendez. Merci à vous, docteur. Est-ce qu'il y a une question? Il n'y a pas de question. Docteur, j'ai une question, s'il vous plaît. Alors, quelle question? Allez-y. Pour la prise en charge d'un patient qui se présente aux urgences avec une colique néphrétique, Oui. On lui donne des antispasmodiques avec les antalgiques, c'est tout. Ça dépend. Donc, un malade qui se présente donc, aux urgences avec une colique néphrétique. Donc, il faut classer la douleur en fonction de palier de l'OMS. Est-ce que c'est un malade qui a une douleur très très importante? Est-ce que la douleur elle est moyenne? Et est-ce que la douleur elle est faible? Et là, il y a plusieurs schémas de classification. La douleur elle est très là, il faut commencer avec les dérivés opiacés ou bien les dérivés morphiniques. Parce que si vous commencez avec les ANS, on a dit que les ANS ont 20 minutes pour agir. Et là, c'est un problème. Au bout de 20 minutes, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, il faut donner de la morphine. Par exemple, moi, je donne 5 mg de la morphine en sous-cutanée. Il n'y a pas de contre-indication. La seule contre-indication, c'est l'asthme. Et l'asthme en période active. Voilà. Donc, 5 mg de morphine en sous-cutanée. Quand on donne 5 mg de morphine en sous-cutanée, il n'y a aucun problème. Voilà, on prend une tension, la tension supérieure à 10, 5 mg de morphine en sous-cutanée, associée donc à une injection de Voltaren en IM, associée donc à 4 ampoules de 60, donc dont par exemple 20 cc ou 30 cc du sérum salé. Voilà, le malade, 90% des malades donc, vont réagir à ce traitement. Et pendant mon exercice, je n'ai jamais vu un malade qui résiste à ça. Certains utilisent la xylocaïne,
L'axylocaïne, donc à faible dose, c'est un antalgique, bien sûr, mais c'est risqué. Normalement, c'est un antiarythmique. On ne l'utilise pas à tort et à travers. On peut utiliser donc les anticholinergiques tels que la viscéralgine. La viscéralgine, c'est un anticholinergique, mais il est plus allergisant que le spasfon, tout simplement. Alors, bien sûr, les restrictions hydriques. Et dépister les autres formes de coliques néphrétiques qui sont difficiles, qui forment une urgence, plus ou moins une urgence. Encore. D'accord, merci beaucoup. De toute façon, on va revoir tout ça à partir du 19. On va revoir tout ça. Parce que vous avez vu sur le plan colique néphrétique, je n'ai pas fait la clinique, etc. Puisqu'on va revoir tout ça rapidement à partir du 19. OK? D'accord, je vous remercie. Merci. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir, merci.